des héros de notre quotidien qui vont venir témoigner de leur vécu, partager leur expérience avec des mots, et ça j'y tiens vraiment, des mots connectés à leur réalité. Deuxième regard croisé qu'on a fait avec Aurélie, c'était des gens extraordinaires. C'était chez nous à Lille, au siège. On a vu la salle se remplir et puis à tel point qu'il y avait des gens debout. Dans l'heure qui a suivi, j'ai dû recevoir 50, 60 messages. Les témoignages avaient résonné dans les cœurs, dans les tripes des décathloniens. Franchement, c'est une belle expérience à vivre pour soi et pour ses équipes. J'ai trouvé cette démarche hyper puissante, donc je me suis précipitée pour aller à la rencontre et découvrir qui était Aurélie Guénon. Et je lui ai posé une question. Comment libérer l'audace au sein des équipes opérationnelles? Elle m'a dit non, j'ai jamais tenté, mais il faut faire confiance. J'ai eu mon directeur général Philippe Zimmermann qui est venu me glisser à l'oreille après l'événement. Florence, mais j'ai jamais vécu un moment pareil en entreprise. Un choc d'authenticité, de générosité, ça soude les équipes de manière absolument incroyable. On est un meilleur leader quand on développe son intelligence émotionnelle. Regard croisé by, c'est puissant, c'est inspirant et c'est une mise en mouvement collective, solide et pérenne parce qu'elle est incarnée. Alors faire de chaque histoire individuelle une transformation collective. Nous on part du principe que si vous avez tous des belles histoires à raconter, ils sont inspirants et inspirés, ils sont entraînés et sublimés, sans hiérarchisation, sans jugement, mais simplement avec de la bienveillance. Le courage, c'est la première énergie. 5 secondes, c'est la juste durée pour prendre une décision, sans que votre cerveau ne développe des doutes ou des peurs. Quand on est dans une phase de changement, c'est normal d'avoir des passages à vide, des moments de réflexion, de questionnement. J'avais depuis quelques mois déjà développé une passion pour le travail du bois. Et puis, alors que j'avais goûté à une conception du travail différente, plus vraie tout simplement, plus authentique, ma rentrée scolaire fut compliquée, compromise, puis avortée. J'ai reçu quantité de témoignages de personnes dans une situation similaire. Des jeunes perdus dans un système scolaire complètement dégénéré. Cette volonté de l'école de faire des enfants de bons petits soldats de plomb identiques et indifférenciés. Non, nous ne voulons pas de bienveillance ni d'inclusion, nous voulons du sens. Toute ma vie aura été un plaidoyer pour la liberté. L'éducation nationale se sent vêtue d'une mission à mon égard, mais moi je vous ai rien demandé. Que restera-t-il de votre passage en tant que vivant? Quelle trace, quelle empreinte, quel héritage? Je suis à chaque fois touchée et surprise lorsqu'on me reconnaît. Christelle de Koh Lanta. La philosophie du c'est pas grave permet de relativiser et de ne pas te surcharger, de ne pas te culpabiliser. Alors moi, ma petite notoriété m'a fait prendre conscience que je n'étais pas qu'une, que j'étais multiple. Et ça serait me faire offense que de me résumer à une simple candidate de télé-réalité. J'ai été attaquée violemment sur les réseaux sociaux. Je ne connaissais pas ce harcèlement, je ne connaissais pas la puissance de la haine gratuite des réseaux sociaux. Le brigadier Gauzet était là, avait la connaissance de la loi et est allé porter plainte et ça s'est arrêté. Une journée banale, anodine, d'une simplicité essentielle. C'est un rêve fou pour mes cousines afghanes. Zahar et moi avons le même âge. À 13 ans, elle a été mariée de force. Elle, ça aurait pu être moi. Le 15 août dernier, Kaboul tombe entre les mains des talibans. Je me sens désemparée. C'est impossible, on ne peut pas revenir en arrière. L'Afghanistan a déjà eu son happy end. La Pologne, c'est le pays qui m'a vu naître et grandir. Et je suis tellement fière de voir mon pays aider. Et pour autant, cette belle Pologne renvoie des familles de réfugiés syriens et afghans, mourant de faim, de froid, de fatigue. Qui suis-je dans ce tourbillon d'injustice et de discrimination? Je réalise que les femmes qui ont fait avancer l'histoire ont toutes commencé par une action à leur échelle. C'est vrai qu'en me voyant aujourd'hui, jamais vous ne pouvez vous imaginer qu'un jour, un monstre m'a habité. L'anorexie est la maladie de ceux qui s'interdisent de manger. Et pourtant, cette maladie n'a rien à voir avec la nourriture. Trophée après trophée, j'ai pu intégrer l'équipe de France de coiffure et participer au championnat du monde.
De la passion à l'acharnement, le point de bascule, le trop. C'est là que l'engrenage de l'addiction se met en place. Accueillir et soutenir, sans essayer de résoudre pour l'autre, c'est peut-être le meilleur moyen d'aider ceux que l'on aime. J'aime prendre le temps de sentir la présence des papillons. L'euthanasie, ou plutôt la fin de vie libre et choisie, sera à présent l'essentiel de mon action humaine. Le vrai sujet n'est pas d'être pour ou contre. Le vrai sujet, c'est d'avoir le choix. La liberté de dire aux autres « Stop, j'éteins ma lumière ». Ce que j'aime dans l'euthanasie, c'est qu'on peut dire « Je t'aime ». J'ai pu lui dire le premier et le dernier « Je t'aime » de ma vie. Je rends hommage à l'équipe belge, extraordinaire. J'ai honte pour mon pays. Je suis chercheur d'abondance. Mon métier, c'est exploitant agricole. L'idée d'exploiter quelqu'un ou quelque chose, c'est pas tellement en phase avec mes valeurs. Mon métier, c'est apiculteur. Ce que j'ai aimé avec l'abeille, c'est sa relation singulière avec l'homme. Une relation gagnant-gagnant. C'est le seul animal domestiqué, libre. Thierry, c'est mon apiformateur. Il m'a appris la philosophie de l'apiculteur. Il disait toujours, avec les abeilles, tu proposes et elles disposent. Il y en a une, pas une goutte de miel. Je comprends pas. C'est rageant parce que je l'avais soignée comme les autres. Lâcher prise sur ce que l'on ne peut maîtriser, c'est mettre son énergie au bon endroit. J'étais un enfant pas voulu dans mon histoire. Mais dans mes enfers, j'ai toujours eu un piano. Et puis, il n'y avait pas tellement d'amour que je me suis dit, je vais aller le chercher dans le monde entier. Et je me suis payé ce piano, j'avais une vingtaine d'années. Ma propre mère qui me dit, mais tu perds ton temps, mon fils. Et la journaliste voit cette photo du piano dans le Sahara. Et elle me dit, ah, vous jouez dans le désert? Vous en avez marre de jouer dans les salles vides? C'était magique, vraiment, merci les jeunes.